Messieurs, parlons franchement. Pensez-vous toujours que plus une femme reste longtemps sans relation intime, plus elle devient silencieuse, modeste et complaisante? Croyez-vous sérieusement au mythe de la belle au bois dormant, attendant sagement son prince dans sa tour d'ivoire, perdant chaque jour un peu plus son intérêt pour la vie et son propre corps? Cette erreur dans l'évaluation de l'adversaire a coûté à beaucoup d'hommes des occasions manquées et à certains même des destins brisés. La cruelle vérité est qu'une femme privée d'énergie masculine ne s'éteint pas, elle accumule. Elle ne se transforme pas en belle au bois dormant, mais en un fusil parfaitement chargé qui attend patiemment celui qui sera assez audacieux pour appuyer sur la détente. Et plus elle attend, moins elle a d'exigence envers le tireur et plus le coup de feu sera puissant. Aujourd'hui, nous n'allons pas lire dans le marc de café. Nous allons disséquer ce processus comme un chirurgien ouvrirait une cage thoracique. Je vais vous guider à travers les 4 étapes de sa fin sexuelle des premières semaines de déni au point de non-retour final lorsque son désir devient indiscernable de l'agressivité. Ce n'est pas une simple théorie. C'est la chronique de sa transformation jour après jour, pensée après pensée. Et pour ouvrir son subconscient, nous allons utiliser les passe-partout que nous ont laissés les plus grands esprits de l'humanité de Freud à Carl Jung. Mais nous le ferons simplement et sans cours universitaire. Il est très intéressant de connaître notre géographie. Veuillez écrire dans les commentaires de quelle ville vous venez. C'est important pour comprendre l'étendue de notre coalition masculine. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain selon Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi, pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. Commençons. Première partie, l'étape de la belle au bois dormant. C'est la première étape et la plus trompeuse. Elle dure de quelques semaines à un mois et égare 99% des hommes. La femme à ce stade ressemble à un havre tranquille et silencieux. Elle sourit, dit qu'elle se sent bien ainsi et démontre activement au monde que l'homme est la dernière de ses pensées. Mais sous cette surface d'eau calme, de puissants courants sous-marins commencent déjà à se former. Son psychisme lance le premier mécanisme de défense que le grand Freud a appelé la sublimation. Qu'est-ce que cela signifie en termes simples? Son énergie sexuelle, sa libido, ne disparaît pas. Elle ne peut pas simplement s'évaporer. C'est une loi fondamentale de la conservation de l'énergie. Et alors son subconscient, tel un ingénieur expérimenté, construit un canal de dérivation. Il prend cette puissante rivière de désirs tumultueuses et la redirige vers un autre lit socialement acceptable. Au lieu de chercher un homme, elle commence à se plonger corps et âme dans le travail, le sport, les loisirs. Elle n'essaie pas d'oublier, elle essaie de s'épuiser. Sa journée se transforme en marathon. Elle arrive au travail plus tôt que tout le monde et par la dernière. Elle prend les projets les plus complexes, se porte volontaire pour des voyages d'affaires. Les collègues voient en elle une carriériste ambitieuse, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. En réalité, chaque tableau Excel supplémentaire, chaque rapport additionnel est un moyen de brûler les restes d'énergie pour qu'à la fin de la journée, il ne lui reste même plus la force de penser à quelqu'un d'autre. Elle rentre à la maison et s'effondre, ne désirant ni romance, ni caresse, mais seulement dormir. Si le travail n'aide pas, elle se tourne vers son corps, mais pas pour séduire, pour punir. Elle s'inscrit au crossfit, à des marathons, aux entraînements les plus épuisants. Elle se poussera jusqu'au tremblement musculaire, à la douleur, à l'épuisement total. Car la douleur physique est un excellent anesthésique contre la douleur morale et le vide corporel. Elle échange une soif contre une soif plus simple et compréhensible, la soif d'oxygène dans les poumons et d'eau froide après l'entraînement. C'est pendant cette période que son langage corporel devient un écran de fumée pour l'homme. Elle cache inconsciemment sa féminité, choisit des vêtements de coupe strict oversize, quelque chose qui dissimule les courbes de sa silhouette. Ses poses deviennent plus fermées, bras croisés sur la poitrine, jambes sur jambes. Elle érige comme une forteresse invisible autour d'elle. Son regard glisse sur les hommes, mais ne s'attarde pas.
Elle craint que si elle regarde quelqu'un dans les yeux plus de 2 secondes, il y verra une fissure dans sa défense. Et que se passe-t-il dans ces fantasmes? C'est là que réside le principal paradoxe que les hommes ne comprennent pas. Ces fantasmes, à ce stade, sont stériles. Elle ne rêve pas de sexe animal et ardent. Non, son imagination peint exclusivement des images romantiques platoniques. Elle rêve qu'on vient la chercher après le travail, qu'on lui apporte du café, qu'on lui parle pendant des heures, qu'on la serre dans ses bras et qu'on la couvre d'un plaid. Elle aspire non pas à une décharge physique, mais à une intimité émotionnelle et à de l'attention. Elle rêve d'un prince, pas d'un amant, car s'avouer un simple désir animal est encore trop effrayant pour elle. C'est sa manière de sauver la face devant elle-même. Et si l'on fait un parallèle avec l'homme, la différence est colossale. Durant les premières semaines sans femme, l'homme ressent un inconfort physiologique simple et compréhensible. C'est comme une légère faim ou une soif. Il ne construit pas de théories compliquées, ne se plonge pas dans le travail pour oublier. Son cerveau coche simplement la case, dans sa liste de tâches trouver une solution. Il ne sublime pas, il cherche. Elle, à ce moment-là, mène une guerre intérieure complexe, essayant de prouver au monde entier, et surtout à elle-même, qu'il n'y a aucune guerre. Mais si vous êtes assez attentif, même à travers cette armure, vous verrez les premières fissures, une tristesse passagère dans son regard, lorsqu'elle voit un couple amoureux ou une pause trop longue, avant de plonger tête baissée dans un nouveau projet professionnel. Sa forteresse tient encore, mais le siège a commencé. Deuxième partie, l'étape du réveil de la bête. 1 mois peut-être, 1 mois et demi passe. La forteresse qu'elle a si ardemment construite commence à se fissurer non plus au niveau psychologique, mais au niveau de la pure biochimie. Son corps fatigué d'être trompé entre en rébellion. Le fond hormonal qu'elle essayait de réprimer par le stress et la fatigue physique modifie lentement mais sûrement sa configuration. Ce qui est plus ancien que toutes les normes sociales et les convictions personnelles se réveillent. Sa nature animale se réveille. L'étape de la belle au bois dormant prend fin et le réveil de la bête commence. Ce n'est plus une question de sa volonté ou de son désir. Son organisme, ne recevant pas l'énergie masculine dont il a besoin, passe en mode de recherche d'urgence. Tous ses systèmes sensoriels, ses 5 sens, sont comme mis à plein volume. Son cerveau se transforme en un radar ultrasensible, réglé sur une seule et unique fréquence, la fréquence de la présence masculine. Elle ne le réalise pas encore consciemment, mais son corps a déjà commencé la chasse sans son autorisation. Tout commence par l'odorat. Des odeurs qu'elle ne remarquait pas auparavant prennent soudain une clarté assourdissante. Elle passe devant le vestiaire des hommes, au club de fitness, et cette odeur épaisse et âpre de sueur et de testostérone ne lui cause pas de dégoût, mais la force au contraire à ralentir le pas pendant une fraction de seconde. Elle est dans l'ascenseur à côté d'un collègue et détecte soudainement les notes distinctes de son parfum. Non pas juste un arôme agréable, mais un bouquet complexe de bois, de santal de cuir et de quelque chose d'autre qui lui coupe le souffle. Elle commence à distinguer les hommes par leur odeur, comme un prédateur distingue sa proie. Puis son ouïe s'aiguise. Le bourdonnement habituel du bureau cesse d'être un bruit monotone. Elle commence comme avec un diapason à en isoler les voix graves des hommes. La conversation téléphonique de son patron dans le bureau voisin, son timbre calme et assuré, la fait soudain décoller de son écran et s'immobiliser. Le rire des hommes dans la zone fumeur sous sa fenêtre ne l'irrite plus, il l'intrigue. Son oreille recherche inconsciemment ces vibrations, cette basse fréquence qui promet force et stabilité. Mais le coup le plus puissant est porté à sa peau. Elle se transforme en un seul nerf nu géant. Chaque cellule de son corps, chaque centimètre carré, commence à ressentir une faim tactile. Un contact accidentel dans un transport bondé qui n'aurait provoqué que de l'irritation auparavant est maintenant ressenti comme une légère décharge électrique, laissant une trace fantôme sur sa peau. Lorsque son collègue lui passe des documents et que leurs doigts se frôlent un instant, elle frissonne involontairement à cause de cette chaleur éphémère. Elle commence inconsciemment à rechercher ses sensations. Elle tient plus longtemps sa tasse de café chaud, s'enveloppe dans un plaid doux, passe sa main sur le revêtement de velours d'un fauteuil. Son corps cherche désespérément un substitut aux caresses masculines absentes. Et enfin, sa vision change. Elle devient sélective prédatrice. Si auparavant elle regardait les hommes comme faisant partie du paysage général, maintenant son regard commence à saisir les détails. Elle remarque soudain la belle façon dont une veste repose sur de larges épaules,
les mains fortes de l'homme à la table voisine du café, comment les muscles de son cou se contractent lorsqu'il parle au téléphone. Son regard devient tenace. Il s'attarde sur la silhouette masculine quelques secondes de plus que ne l'exigent les convenances. Elle commence inconsciemment à scanner la foule, non pas à la recherche de visages familiers, mais à évaluer les silhouettes masculines, la démarche, les gestes. Elle ne choisit pas encore de cible, mais elle étudie déjà le terrain. Lorsque le corps commence à vivre sa propre vie, le psychisme ne peut plus l'ignorer. Le mur de la sublimation s'effondre, et elle trouve alors un nouveau moyen d'apaiser sa faim sans établir de contact réel. Elle commence à se nourrir d'émotions extérieures. Sa propre vie est devenue fade et dépourvue de piquant, elle se plonge donc dans les histoires de passion des autres. Elle commence à regarder avidement des mélodrames et des séries romantiques. Mais elle ne fait pas que suivre l'intrigue, elle s'associe à l'héroïne principale. Leur premier rendez-vous devient son rendez-vous. Leur premier baiser lui brûle les lèvres, leurs larmes sont ses larmes. Elle reçoit une dose de substitution des émotions qui lui manquent tant dans la réalité. Et quand les séries ne suffisent plus, l'artillerie lourde entre en jeu les livres, en particulier les romans érotiques. C'est son rituel secret et honteux. Elle les lit sur son téléphone, en allant au travail ou tard le soir, quand personne ne la voit. Et c'est là que se produit la transformation clé. Les fantasmes platoniques et stériles de la première étape disparaissent complètement. Ils sont remplacés par des images vives franches, parfois même crues, puisées dans les pages des livres. Les héros de ces romans dominateurs décisifs, un peu rudes, deviennent les prototypes de ses propres rêves bien plus audacieux. Elle commence à rejouer mentalement ses scénarios, mais avec la participation d'hommes réels de son entourage, ce collègue aux belles mains ou ce patron à la voix de velours. Et cette tempête intérieure commence inévitablement à se manifester à l'extérieur sous la forme de premiers signaux à peine perceptibles. Elle ne flirte pas encore consciemment, mais son comportement change. Elle commence à sourire en réponse à un regard masculin fortuit. Elle peut s'adresser à un homme pour une question insignifiante ou une demande d'aide simplement pour initier un contact. Demander comment utiliser la machine à café alors qu'elle le sait parfaitement. Son rire en compagnie masculine devient plus fort et plus mélodieux. Elle n'est pas encore entrée en guerre, mais elle aiguise déjà ses griffes et vérifie la netteté de ses crocs. Elle essaie sa force, son pouvoir sur l'attention masculine et elle commence à aimer ça. Et regardons à nouveau le parallèle masculin pour comprendre l'abîme qui les sépare. À la fin du 3e mois d'abstinence, l'homme est au sommet de sa faim physiologique. Son problème résonne comme une corde tendue et exige une solution pratique immédiate. Il n'analyse pas les odeurs et les timbres de voix. Il cherche activement. Il écrit à ses ex fréquentes des sites de rencontres, va dans les bars. Il ne cherche pas des sous-entendus, mais un consentement direct. C'est pourquoi il ne voit pas ces signaux subtils fins comme une toile d'araignée. Il attend une enseigne lumineuse, je suis libre et je veux. Et elle n'allume encore qu'une petite bougie à la fenêtre de sa forteresse. Et cette lumière n'est visible que par l'observateur le plus attentif. C'est exactement ce niveau de profondeur que vous trouverez sur notre chaîne. Si c'est l'approche que vous cherchiez, c'est le moment idéal pour vous abonner. Devenez membre de la communauté d'hommes qui voient non pas ce qu'on leur montre, mais ce qui est réellement. 3e partie. L'étape de la sortie pour la chasse. 3 mois, 4-5 passent. La bougie à la fenêtre se transforme en projecteur. La phase d'observation passive et d'accumulation d'énergie est terminée. Le corps de la femme ayant épuisé toutes ses ressources internes et ses sources d'émotions de substitution, donne à son cerveau un ordre direct et sans appel, agis. Et ici, nous voyons en action le concept que Carl Jung appelait l'ombre. L'ombre est cette partie de notre personnalité que nous réprimons, que nous considérons comme mauvaise, indécente. Et maintenant, sa gentille fille, qui rêvait d'un prince et lisait des romans sous la couverture, cède la place à son ombre, la prédatrice, la chasseresse, la femelle guidée par l'instinct. Sa perception de la réalité change radicalement. Elle acquiert ce que l'on peut appeler la vision tunnel. Si auparavant elle voyait le monde dans toute sa diversité, maintenant son focus se rétrécit à un seul objectif. Chaque homme entrant dans son champ de vision est soumis à un scan inconscient instantané selon des dizaines de paramètres, âge, corpulence, énergie, présence d'une alliance, manière de se tenir. Son cerveau se transforme en superordinateur
qui en une fraction de seconde rend son verdict oui, non ou peut-être. Elle est assise dans un café et tout en parlant à une amie, elle est en réalité en train de jauger tous les hommes présents dans la pièce. Elle prend le métro et son regard glisse sur les visages masculins, non par curiosité mais à des fins d'évaluation. Elle n'est plus une victime des circonstances, elle est un acteur actif. Cela se reflète immédiatement dans son apparence. La garde-robe de la souris grise est envoyée au fond du placard. Des vêtements qui ne cachent pas le pas, mais soulignent, apparaissent une robe qui épouse sa silhouette, des chemisiers, avec un décolleté légèrement plus profond, des jupes qui dévoilent ses jambes. Elle se remet à porter des talons. Même en semaine, son maquillage change. Il devient plus vif. L'accent est mis sur les lèvres ou les yeux. Ce n'est pas de la vulgarité, c'est une peinture de guerre. Chaque élément de son look, de la couleur du rouge à lèvres à la hauteur du talon, sert désormais un seul objectif, être remarqué, attirer le regard, se démarquer de la foule des autres femmes et envoyer un signal clair « Je suis dans le jeu ». Son comportement devient beaucoup plus audacieux. Elle n'attend plus qu'on lui parle. Elle crée elle-même des occasions de faire connaissance. Elle peut laisser tomber son gant accidentellement près d'un homme qui lui plaît dans un parc, se tromper de numéro et envoyer un message intrigant, demander son chemin, puis complimenter sa voix. Elle commence à utiliser l'arme principale qui était interdite au stade précoce, le toucher. Elle touche accidentellement sa main pendant la conversation, enlève une poussière inexistante de son épaule, tape légèrement sur son avant-bras en réponse à une blague. Chacun de ces contacts est une reconnaissance au combat, une vérification de sa réaction, une réduction de la distance. Et c'est là que se produit le changement le plus important pour l'homme. Ses filtres et ses exigences envers un partenaire chutent brusquement presque à la verticale. La longue liste de qualités que devait posséder son prince intelligent, riche, attentionné avec de l'humour brûle dans le feu de son désir. Il ne reste qu'un seul ou maximum 2 critères clés. En règle générale, c'est l'attirance physique et la confiance en soi. Elle ne cherche plus un mari et le père de ses enfants. Elle cherche un homme qui peut résoudre son problème ici et maintenant. Un homme qui lui aurait semblé trop simple, trop vieux ou trop jeune hier est aujourd'hui classé dans la catégorie « possible ». Elle est prête à prendre des risques. Rencontre dans un bar, dans la rue, sur Internet, tout ce qui lui semblait dangereux et inacceptable auparavant est maintenant considéré comme une option admissible. Regardons à nouveau l'homme. Lui ayant résolu ses besoins fondamentaux, vit une vie normale. Il peut être à la recherche, mais cette recherche est en arrière-plan sans précipitation. Il voit devant lui une femme brillante, confiante, qui flirte, et il perçoit cela comme son état standard. Il se dit quelle personne active et décomplexée. Il n'imagine même pas le chemin long et douloureux qu'elle a parcouru pour arriver à ce point. Il ne voit pas derrière son audace la frustration et le désespoir accumulés. Il voit une chasseresse et ne comprend pas qu'elle chasse non pas par abondance, mais par faim. Ce malentendu fondamental est la raison pour laquelle la plupart des hommes manquent de ce moment idéal pour se rapprocher. Elle ne fait plus de simples allusions, elle crie son désir, par toute son apparence, par toutes ses actions. Elle est prête. Sa défense est levée. Les portes de la forteresse sont ouvertes. Elle attend celui qui ne va pas bégayer, ne va pas tourner autour du pot, mais qui va simplement franchir ses portes avec assurance. Mais le temps passe et si personne n'entre, l'étape de la chasse est remplacée par la dernière, la plus sombre et la plus dangereuse, le point de non-retour. 4e partie. L'étape du point de non-retour. 6 mois, 7, 1 an se sont écoulés. Les portes de sa forteresse, qui étaient largement ouvertes à l'étape de la chasse, commencent à se fermer lentement. Mais pas pour revenir à l'état de calme, mais pour transformer la forteresse en volcan. Le désir accumulé et non réalisé, ne trouvant pas d'issue, commence à l'empoisonner de l'intérieur. L'énergie qui aurait dû être dépensée en passion, en intimité et en tendresse, mute en son contraire. Voici la 4e étape, l'agression sexuelle. C'est le point d'ébullition, le point de non-retour, après lequel la femme devient dangereuse pour son entourage et pour elle-même. Le noyau psychologique de cet état est une frustration très profonde. C'est l'état d'une personne qui a longtemps et douloureusement marché dans le désert, a vu une oasis s'en est approchée, mais n'a jamais pu boire. Toute son essence féminine, son corps, son subconscient criait « Prends-moi !» mais personne n'a pris. Et ce sentiment d'ignorance totale de son inutilité et de son manque de demande se transforme en une fureur sourde et froide.
Fureur contre les hommes pour leur indécision, contre les autres femmes, pour leur chance contre le monde entier pour son injustice. Sa libido, selon Freud, ne trouvant pas d'objet d'amour, trouve un objet de haine. Extérieurement, cela se manifeste par de la rudesse et de la causticité. Elle devient piquante. Ses blagues sont sarcastiques, ses commentaires sont venimeux. Elle peut être impolie avec un serveur, dire ses quatre vérités, à une amie se quereller avec un collègue pour une raison insignifiante. Les hommes qui tentent de flirter avec elle à ce stade reçoivent un rejet si froid et méprisant qu'ils se retirent dans l'incompréhension totale. Ils voient non devant eux une furie aigrie et misandre et ne comprennent pas que ce n'est qu'un masque. C'est une carapace protectrice sous laquelle se cache un besoin désespéré, presque enfantin de chaleur d'acceptation et d'une épaule masculine solide. Elle repousse les hommes justement parce qu'elle a une peur bleue d'être rejetée une fois de plus. Et c'est là que nous arrivons à l'accord final le plus puissant et le plus tragique de toute cette chronique, au phénomène de l'homme occasionnel. Étant au sommet de son agressivité et de son désespoir, elle devient extrêmement vulnérable. Elle n'a plus besoin de fleurs de courtoisie, de belles paroles. Elle a besoin d'une décharge, d'une libération de la terrible pression intérieure. Et elle se donnera au premier qui manifestera deux qualités, la persistance et l'indifférence totale à ses pics. À celui qui n'aura pas peur de sa causticité, mais qui verra derrière elle un appel désespéré. À celui qui ne demandera pas la permission, mais qui prendra simplement la responsabilité. Et cet homme peut être n'importe qui, un partenaire totalement inadapté, un collègue marié qui a soudain manifesté de l'intérêt pour elle lors d'une fête d'entreprise, un jeune livreur qui a été assez audacieux pour lui faire un compliment. Une connaissance fortuite d'un bar qui n'a pas perdu de temps en préliminaire. Ces filtres qui avaient simplement baissé au 3e stade sont maintenant complètement absents. Statut, âge, intelligence, situation financière. Tout cela n'a plus aucune importance. Seul le fait d'agir compte. Il s'est trouvé au bon endroit, au bon moment, et n'a pas eu peur de tendre la main dans la cage de la tigresse. Et la tigresse, fatiguée de la solitude, le suivra. Que se passe-t-il ensuite? Leur intimité sera très probablement dépourvue de tendresse. Ce ne sera pas un acte d'amour, mais un acte de désespoir. Ce sera rapide, violent, presque mécanique. Cela ressemblera moins à une danse de deux corps qu'à un court-circuit. Elle obtiendra sa décharge physiologique. La pression sera relâchée, mais le matin, lorsque la tempête hormonale se calmera, elle regardera l'homme couché à côté d'elle et ne ressentira très probablement rien, sauf le vide et peut-être un léger dégoût. Il n'était pas un sujet, mais un objet, une fonction, un instrument pour soulager la tension. Elle pourrait disparaître de sa vie aussi rapidement qu'elle est apparue, le laissant dans l'incompréhension totale. Elle a résolu son problème. Mais à quel prix elle y pensera demain? Cet état est presque impossible pour le psychisme masculin. L'homme ne recevant pas de décharge devient irritable, mais son agressivité est dirigée vers l'extérieur, vers la recherche d'une solution. L'agressivité féminine à ce stade est dirigée vers l'intérieur, vers l'autodestruction. Elle est prête à sacrifier sa réputation, ses principes, son avenir pour un seul moment de soulagement. Et c'est ce que chaque homme doit comprendre lorsqu'il voit devant lui une femme aigrie, cynique et caustique. Peut-être qu'elle n'est pas une garce, peut-être qu'elle ne s'est simplement pas sentie désirée depuis très très longtemps. Nous avons parcouru ce chemin ensemble, du silence trompeur de la belle au bois dormant, au rugissement assourdissant du volcan, au point de non-retour. Mais si vous pensez que ce n'était qu'une excursion intéressante dans l'âme d'une autre, vous avez manqué l'essentiel. Ce que vous avez reçu n'est pas seulement une connaissance, c'est une carte de champ de mine et en même temps une carte au trésor. Vous avez entre vos mains une clé universelle qui ouvre 90% des serrures sur la porte du subconscient féminin. Maintenant, vous voyez ce que les autres hommes ne voient pas. Vous entendez ce qu'elle dit entre les lignes dans les pauses dans le silence. Vous ne serez plus jamais trompé par sa froideur extérieure, son indépendance affichée ou son armure agressive. Vous savez ce qui se passe dans les coulisses de ce théâtre à un seul acteur. La conclusion principale que vous devez graver dans votre conscience est la suivante. Une femme affamée n'est pas un problème. Ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas un verdict, et ce n'est pas une raison d'avoir peur. C'est de l'énergie concentrée comme du combustible nucléaire. Dans des mains inexpertes, elle apporte destruction et chaos. Mais dans les mains de celui qui comprend les instructions,
elle devient une source de puissance illimitée. L'opportunité, voilà le mot-clé, l'opportunité pour un homme intelligent, attentif et surtout décisif. Parce qu'à chacune de ces étapes, elle envoie désespérément des signaux avec ses dernières forces. Et toute la tragédie de sa situation réside dans le fait que 99% des hommes ne voient pas ces signaux, soit les voient, mais les interprètent de manière absolument incorrecte. Analysons cela au niveau des actions concrètes. Que doit faire exactement l'homme qui a appris à lire cette carte? Imaginez que vous rencontriez une femme et après avoir scanné son comportement, vous comprenez qu'elle est au premier stade, l'étape de la belle au bois dormant. Elle est entièrement dédiée au travail, dit qu'elle n'a besoin de personne, s'habille de manière stricte. L'erreur de l'homme typique est soit de la croire sur parole et de s'en aller, soit au contraire de commencer à agir avec une pression physique grossière en essayant de briser sa défense. Les deux chemins ne mènent nulle part. Le premier parce que vous croyez ses paroles et non son état. Le second parce que vous lui offrez ce qu'elle essaie désespérément de se cacher. Vous appuyez sur le bouton d'alarme et toute sa défense se mobilise contre vous. Le chemin correct est le troisième. Devenez une source de chaleur émotionnelle et non de chaleur sexuelle. Soyez le seul homme dans son entourage qui ne veut rien d'elle. Celui qui lui apporte du café parce qu'il voit qu'elle est fatiguée. Celui qui écoute ses plaintes concernant son patron sans essayer de l'entraîner immédiatement au lit. Vous n'essayez pas de gagner sa confiance. Vous jouez consciemment le rôle du prince de ses fantasmes platoniques et stériles. Vous devenez un îlot de sécurité dans son monde où tout autre homme semble être une menace potentielle à son fragile équilibre. Et lorsque son corps prendra le dessus et qu'elle passera au deuxième stade, devinez dans quelle direction son instinct réveillé se tournera. Vers celui qui est déjà à l'intérieur du périmètre de sa confiance. Maintenant, imaginez que vous ayez reconnu le deuxième stade, le réveil de la bête. Elle a commencé à envoyer les premiers signaux timides, sourit, vous regarde plus longtemps, rit à vos blagues. L'erreur du dilettante est de se précipiter immédiatement et de lui faire une proposition directe. C'est comme tirer au canon sur un papillon. Vous l'effrayerez. Elle n'est pas encore sûre d'elle. Elle n'essaie que sa force féminine après une longue hibernation. Votre pression brutale la forcera à se cacher à nouveau dans sa coquille. La bonne action ici est le renforcement miroir. Vous voyez son signal, vous l'acceptez et renvoyez le vôtre en retour, mais un peu plus vif. Elle vous a souri à travers toute la pièce. Souriez en retour et faites un léger signe de tête. Elle a touché votre main. 1 heure plus tard, trouvez une excuse pour la toucher. Vous créez et augmentez la tension sensuelle sans dire un mot. Vous jouez à son jeu montrant que vous la comprenez. Vous devenez son partenaire dans cette danse secrète. Et cela la rend folle car vous êtes le seul qui lui parle dans le langage de son corps. Si en revanche vous êtes face à une femme au 3e stade, la sortie pour la chasse, alors les règles changent à 182. Elle est audacieuse, elle provoque, elle initie elle-même le contact. Et l'erreur la plus terrible, la plus impardonnable que vous puissiez commettre, ici, c'est l'irrésolution. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous a offert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds, fidèles à l'esprit de Carl Jung, afin de vous aider à mieux vous comprendre pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.